Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et nous sommes avec Marc Payet jusqu'à 14h, journaliste d'investigation et auteur du Ministère des bras cassés, publié chez Albin Michel, où quand la bureaucratie à la française pénalise dangereusement la bonne gestion de crise sanitaire. Bonjour. Bonjour. Alors bonjour Marc Payet, effectivement, je vois un livre, Le Ministère des bras cassés. En fait, j'allais vous dire, je l'ai lu et je l'ai lu, il y a beaucoup de choses. Vous avez fait votre travail de journaliste d'investigation, mais ça, on vous connaît. Mais en même temps, j'ai trouvé que vous étiez assez indulgent avec eux quelque part. Alors on va en parler longuement. Quand je dis assez indulgent, c'est-à-dire vous donnez les faits, effectivement tous les faits, tout ce qui se passait depuis ces 2 ans incroyables, et vous avez choisi un angle intéressant. Qu'est-ce qui se passe à Avenue de Ségur, dans ce ministère de la Santé, et vous donnez l'incroyable inventaire des bureaucraties, enfin des administrations, disons pas bureaucratie, qui se passe, Agence régionale de santé, au conseil, etc., Agence des médicaments, etc., 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 et chacun un peu tirant à U et à dia. En fait, d'abord, je voudrais avoir les conclusions de votre livre. Quand vous regardez ça, le bilan de ces 2 ans hallucinants, on espère que ça va s'arrêter, on ne sait pas encore, mais enfin bon, tous les espoirs sont permis. Est-ce qu'il y a eu véritablement pour vous, et sachant que personne ne savait au début ce qui allait se passer, il y a eu de vrais dysfonctionnements où il y a eu effectivement ce qui peut exister de façon un désordre, disons très vulgairement un bordel au départ, qu'il y a eu dans tous les pays, ou pas? Merci André pour ces questions. En fait, ce que je voulais faire, c'était m'intéresser à la boîte noire, à la zone d'ombre. Il y a quand même des secrets dans cette histoire. Il y a des choses qu'on ne sait pas. Et on sait beaucoup de choses sur les hôpitaux, sur les médecins. Ça a été beaucoup traité par mes confrères. Mais qu'est-ce qui se passait au cœur de l'exécutif? Qu'est-ce qui se passait au ministère de la Santé? Qu'est-ce qui se passait au Conseil de défense? On ne savait pas. Donc c'est ce qui m'a donné envie d'enquêter et d'en savoir plus sur cet aspect des choses. En plus, avec le Conseil de défense sanitaire, vous arriviez vite au secret défense, et donc l'exécutif parlait beaucoup pour donner des espèces de compte rendu de l'épidémie. Au niveau sanitaire, on savait tout, mais en fait, on savait rien sur ce qui se passait à l'intérieur. Donc moi, je me suis dit, il y a un angle à tirer. Bien sûr. Puis en plus, j'ai été pendant 20 ans journaliste, grand reporter au Parisien en charge justement des questions de santé, donc j'avais les moyens d'aller chercher des sources qui nous disent de l'intérieur ce qui se passait. Assez vite, je me suis rendu compte qu'on était face comme une armée en déroute. Quand je dis les bras cassés, c'est un peu comme justement une armée qui n'aurait plus de munitions et qui n'aurait pas de plan de bataille. Et en même temps, on pourrait dire c'est une armée à qui on a cassé les bras, au sens où ils avaient plus aussi de moyens de faire face, et que on pourra y revenir, que finalement les moyens étaient assez faibles par rapport à ce qu'on aurait pu imaginer. Pourquoi les bras cassés? Parce que pendant la première année, en particulier en 2020, on l'a vu avec la pénurie sur les masques, on l'a vu avec les difficultés sur les tests, on l'a vu, moi je cite dans mon bouquin par exemple des grands élus. À Rennes, la maire de Rennes, elle a des masques en stock. Oui, elle en a 400 000 dans ses stocks. Elle appelle l'Agence régionale de la santé et elle dit « mais est-ce que je pourrais pas les distribuer ?» Et on lui dit, alors là c'est quand même uburois, « ah ben non, parce que ça va être une inégalité sur le territoire, faut mieux que vous les gardiez parce que vous compreniez, judiciairement ça risque d'être un peu compliqué. » Donc là on est quand même chez les fous. On empêche les gens d'agir. Mais alors, justement, de ce point de vue-là, et c'est très intéressant, ce que vous dites, pas de moyens. Alors, on va entrer dans le vif du sujet. Moi, alors, vous donnez beaucoup de faits, c'est vrai, on apprend beaucoup de choses dans ce livre. Et en même temps, alors, vous savez, comme vous, comme moi j'ai reçu depuis 2 ans, énormément de médecins, comme tout le monde, enfin, comme tous les journalistes et autres. Il y a quelque chose, quand même, qui est en creux dans votre livre. Par exemple, beaucoup de gens, vous avez interviewé des responsables d'ARS, d'autorités régionales de santé. Et alors, je voudrais avoir votre avis là-dessus. Alors, d'un côté, bien sûr, les ARS ont fait du boulot, il ne s'agit pas, mais j'ai énormément entendu vraiment de médecins en disant le problème de la santé en France, c'est le poids de l'administration. Nous avons 30% d'administrateurs par rapport aux médecins. Alors, je crois qu'en Allemagne, c'est 15 ou 20%. C'est-à-dire que, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même le poids, et vous en parlez, administratif, la pesanteur, mais y compris des moyens qui auraient dû être beaucoup plus donnés, et même avant la pandémie, avant le Covid, aux médecins traitants, au personnel des hôpitaux, etc., plutôt qu'à une structure administrative extrêmement lourde?
Si, bien sûr, c'est un des aspects du livre. Ouais. J'ai le témoignage de médecins qui veulent monter des centres de vaccination et qui doivent remplir des paperasses invraisemblables en 22 exemplaires. On leur dit mais votre frigo il fait du 2 degrés, du 2,5 degrés. Ah mais vous pourriez pas vérifier quand même si c'est 2,8 degrés ou c'est invraisemblable. Après, ils demandent à avoir des approvisionnements en vaccins dans leur dose. Effectivement, on leur dit non, il n'y en a pas assez. Et c'est sûr qu'il y a eu une paperasse de folie et que l'administration n'a pas brillé à certains moments par rapport aux médecins libéraux. On le voit aussi avec le problème des masques, parce que c'est quand même les médecins qui, en première ligne, n'avaient pas de masques. Ni les soignants, les personnes. Ni les soignants. Mais ça a été encore plus criant à un moment donné pour les libéraux, où ils disaient mais où sont les masques ? Et donc ils demandaient à leur tutelle, enfin pas leur tutelle, mais à l'administration, mais alors procurez-nous ces protections. Et finalement, là, c'était la Bérésina et l'administration ne faisait vraiment pas grand-chose. Ça, c'est vrai. Et en même temps, ce qui est compliqué, c'est que c'est un millefeuille administratif en France qui est dingue, où en fait, la bête est malade d'elle-même, quoi, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu des directeurs d'ARS en off qui expliquaient qu'ils n'arrivaient pas à joindre le centre de crise à Paris. Notamment dans le Grand Est au début, puisque la vraie catastrophe en France, en 2020, c'est le Grand Est. Après, ça a été l'Île-de-France et puis dans d'autres régions, bien sûr. Mais vraiment, le Grand Est, c'est la cata absolue. Et vous avez quand même le directeur à l'époque de l'ARS Grand Est, donc Christophe Lannelongue, qui a été débarqué par la suite, qui explique que littéralement, il voulait alerter le centre de crise. Il disait mais écoutez, on a des pénuries de tout, on a besoin de plus de moyens. Et vous aviez le centre de crise qui était en cata totale et qui n'arrivait pas à donner suite. Alors eux-mêmes étaient en galère parce que ils essayaient de monter avec un peu. Ouais, j'ai aussi vu, pour nuancer, j'ai vu beaucoup de bonne volonté. J'ai vu des gens qui essayaient de faire leur mieux, y compris dans les ministères. C'est pas la question qu'ils ne voulaient pas, mais ils partaient de pas grand-chose. Et je vous dis la métaphore de l'armée en déroute et donc du bras cassé. Et donc du manque de munitions, malgré toute la bonne volonté, je trouve qu'elle explique bien ce qu'on a vécu. C'était les casoars et gants blancs de 1914. Alors, exactement. Et aussi, on peut aller filer la métaphore, c'est un peu les gueules cassées. Oui, c'est vrai. Les gueules cassées, pourquoi je vous dis ça ? Parce que je trouve que ce ministère où ces gens, ils sortent en burn-out. Mais limite, moi on m'a dit, il y a des gens, ils sont cramés de chez cramés. Ils ont fait 60 réunions d'affilée avec de 8h du matin à 2h du matin. Ils sont cassés, quoi. On va parler de tout cela et continuer à parler avec vous. C'est très passionnant sur ce qui s'est passé effectivement au niveau de la santé, de l'administration de la santé, après les informations. Et on fait le bilan de 2 ans de crise qui en paraissent 20 et vous nous appelez au 0826 300 300. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Un ministère des bras cassés, dit Marc Payet. Un ministère, effectivement, qui s'en tire peut-être avec des gars au centraux. Au fond, les élections nous le diront. Mais moi, je voudrais peut-être qu'on retrace un peu cela. Vous avez enquêté là-dessus longuement, Marc Payet, pour votre livre. Au fond, on comprend très bien, au début, on va pas faire toute l'histoire des 2 ans, mais car au début, personne ne sait rien. Il y a quand même des modélisateurs qui viennent leur dire attention, il va y avoir des millions et des millions de morts, etc., etc. Et puis, parlons de ce ministère. Est-ce que ce ministère a toujours été, depuis longtemps, le parent pauvre, un des parents pauvres du gouvernement ? Oui, le ministère de la Santé a souvent une réputation d'être un ministère faible, ou dit d'une autre façon, un très bon ministère en temps de paix, mais pas en temps de guerre. Pourtant, ça devrait être le contraire. Ça devrait être le contraire. Ça, on me l'a dit au cœur de l'exécutif, ou même en ON, Sylvain Faure, une ex-plume de Macron, a dit on savait que c'était un des ministères qui était en vrac, selon son expression. Ou d'autres, c'était un ministère qui est fort en temps de paix, mais faible en temps de guerre. Il paye beaucoup de... Alors, c'est pas toujours facile pour lui, mais c'est vrai qu'historiquement, il s'est pris beaucoup de scandales lourds. L'affaire du sang contaminé à la fin des années 80, et donc des responsabilités lourdes et terribles de ce ministère à une époque, avec des drames absolus pour ces victimes du sang contaminé. Même si beaucoup n'avaient rien à se reprocher, certains l'avaient. Ensuite, vous avez eu la crise du Mediator. Rappelez-vous, évidemment, c'est la faute de Servier qui a été lourdement condamnée, mais aussi l'agence du médicament qui avait pour le moins pas vu grand-chose. Et rappelez-vous que Irène Frachon avait réussi à soulever le lièvre en montrant au départ qu'il y avait des complicités avec des médecins qui étaient quand même achetés par le labo, faut dire les choses, mais qui étaient quand même sous la tutelle de la NSM. Et donc le ministère de la Santé a toujours eu ce soupçon. Oui, d'être en collusion avec des intérêts privés et pas des moindres. D'une part. D'autre part...
Pourquoi c'est un ministère faible ? Parce qu'il est justement un peu éclaté, parce que vous avez à la fois les libéraux, les médecins, les pharmaciens, tout le monde veut défendre un peu son bout de gras, les syndicats qui sont assez puissants et qui veulent avoir gagné un peu leur bras de fer avec l'administration, donc il n'a pas une marge de manœuvre énorme. Et puis surtout, la santé en France, c'est quoi ? C'est l'hôpital. Alors là, l'hôpital, bravo, le navire amiral, tout ça est géré hôpital-ministère, mais en fait, le cœur du cœur, c'est ça. Et ce qu'on appelle la santé publique, donc normalement la surveillance de la santé sur le terrain, ce qui devrait nous prémunir face à une crise comme celle du Covid, c'est des organismes comme Santé publique France, qui devraient être forts, mais qui en fait sont assez faibles. Et qui n'ont pas eu beaucoup de moyens. Ils n'ont pas eu beaucoup de moyens, et puis ils ne sont pas toujours... exceptionnels, c'est gentil de le dire, mais dans leur vision des choses. Et il manque un peu de hauteur de vue. Mais comment ça se fait ? Enfin, je n'ai pas la réponse, mais j'espère que vous l'avez. Comment ça se fait quand même ? C'est aussi important, c'est pas rien la santé. La santé, ça concerne tout le monde. Enfin, c'est pas le ministère des postes et communications. Comment ça se fait que justement on a laissé comme ça je dis pas ne pas péricliter, mais enfin, justement, vous dites l'hôpital d'un côté, on l'a vu d'ailleurs la PHP, vous parlez de Hirsch, on va en reparler un peu plus tard. Mais au fond, c'est-à-dire que ils se sont trouvés fort dépourvus quand la bise du Covid fut venue, et au fond, il n'y a pas eu mobilisation, centralité des forces à ce moment-là. C'est le moins que l'on puisse dire. Une anecdote pour vous répondre. Ouais. Dans la guerre des masques, François Bourdillon, l'ancien président de Santé publique France, il me dit que sur le site de Vatry, qui était dans la Marne, je crois, là où il y avait tous les stocks de masques, enfin, il en restait. On peut imaginer, je sais pas, qu'il y a eu 100, 200 gus en train de surveiller ça, de mettre ça en place et tout. Ils étaient deux équivalents. À surveiller tout le... En tout. Donc vous voyez la pénurie des moyens. D'autre part, on part de loin. Vous aviez une ancienne guerre, la guerre H5N1, quand on faisait le plan de prévention contre la grippe, l'ancienne grippe, la grippe aviaire, la pandémie grippe. En 2010-2011, c'est ça ? Oui, puis c'est ça. Il y avait tout un plan qui était prévu. Il y avait des stocks de masques, il y avait des tas de choses qui étaient prévues. Et puis ça, finalement, alors un petit peu sous la droite, mais quand même pas mal sous la gauche. Les stocks ont quand même un peu fondu, quoi. On a négligé tout ça. Et on n'a pas pensé à renouveler. Alors à leur décharge, c'est vrai qu'ils ont focusé, excusez-moi, c'est un néologisme, mais ils ont mis leur attention sur le risque attentat terreau, qui était un risque majeur, ça on est tous d'accord. Et c'est comme s'ils avaient levé la garde. Et un donc, risque chasse l'autre. Un risque chasse l'autre. Et que finalement, on n'a pas été assez vigilants et prévoyants face à ça. Alors c'est grave, parce que finalement, nous, on s'est tous pris cette crise, notamment au début. Les gens n'avaient pas forcément de masque. On a bien vu qu'au début, la campagne de vaccination, même si ça a été mieux après, c'était quand même très laborieux au départ. Et finalement, vous avez un ministère qui était très faible, qui n'avait pas beaucoup de moyens, et qui s'est retrouvé à devoir être plutôt aidé par des supplétifs, et ces supplétifs c'était qui ? C'était les cabinets de consultants privés finalement, puisque donc la Macronie a décidé de largement avoir recours à McKinsey. Il y a beaucoup de gens dans l'entourage d'Emmanuel Macron qui sont issus de ce cabinet de consultants, et au sein même du ministère de la Santé. Vous avez Marguerite Cazeneuve, donc, qui dirige la task force à un moment au ministère de la Santé et qui maintenant est co-directrice de l'assurance maladie, qui est issue de ce cabinet McKinsey. Vous avez aussi... il y a énormément de monde de McKinsey dans les ministères. Ou des anciens de McKinsey. Bien sûr. Et puis, vous avez son proche, Aurélien Rousseau, qui a dirigé l'Agence régionale de santé. Il n'est pas de McKinsey, lui, mais enfin, je veux dire, ils étaient tous les deux à gérer la crise, avec d'ailleurs un certain talent, mais ils étaient assez influencés, y compris par le cabinet McKinsey, qui était en bonne et due forme en place, et à qui on refilait un peu le bébé, alors que normalement c'était pas ce cabinet de gérer la crise. Et hier encore, vous avez eu Olivier Véran qui a dit sur une antenne que finalement les TGV d'évacuation du Grand Est vers Paris avaient été gérés par McKinsey. Apparemment il y a des gens dans le monde de la santé, j'en reviens à mon titre, mais les bras leur en tombent. Parce que si McKinsey a géré l'évacuation des malades, mais alors que faisait le ministère ? Oui, c'est ça qui est extraordinaire. Enfin, sans parler du fils Fabius, de Laurence Fabius qui est chez McKinsey, etc. Mais il y a quelque chose d'étonnant dans cette histoire, c'est que au fond, quand on lit votre livre, on a l'impression qu'un peu partout, pas tout le temps, heureusement d'ailleurs, et on peut pas dire que ça n'a pas été géré. Il faut pas non plus. Je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain, mais il y a eu une espèce de défaussage. Chacun se refilant
la patate chaude à l'autre, non, c'est pas moi, c'est lui, etc. En tout cas, dans votre livre, on le sent, ça. Est-ce que c'est le cas? Ça a été le cas? Alors encore, comme vous le dites, en plus, on était face à une guerre avec un ennemi terrible et costaud, donc il ne faut pas être démago. Et effectivement, ils avaient une sacrée guerre à gérer. Ça, c'est sûr. Maintenant, quand on analyse, puisque là, on est à 2 ans, et puis qu'on est bientôt sur la présidentielle, c'est le moment du bilan. Bien sûr. On voit qu'il y a eu des grandes tensions au sein du gouvernement dans cette affaire. On l'a pas forcément lu beaucoup. Et dans mon livre, il y a des anecdotes qui sont révélées. Oui, par exemple. Vous avez la ministre de l'Industrie, Agnès Pannier-Runacher, qui me dit qu'effectivement, elle a eu des fortes tensions entre Bercy et Ségur et la santé, qu'au moment où il voulait acheter massivement des masques, les gens de la santé disaient encore « Ah mais il faut encore que ça passe devant notre conseil d'administration à Santé publique France », donc ça se fritait quand même avec les équipes de Véran. Vous avez à l'éducation nationale, Blanquer, c'est plutôt au contraire, il n'avait pas tellement envie que la santé vienne mettre son nez dans les affaires de l'école. Ça explique un peu la crise qu'on a eue début janvier avec des protocoles invraisemblables. Et là, pour le coup, c'est la santé. Des gens comme William Dab, ancien directeur général de la santé, me dit, nous, on pouvait pas, la santé ne pouvait pas mettre, entre guillemets, son nez dans les affaires de l'école. C'était la forteresse école et on ne pouvait pas rentrer. Vous avez l'intérieur, l'entourage de Darmanin, qui défend forcément les préfets par définition, qui disait ça se tirait un peu la bourre avec les gens des agences régionales de santé qui dépendaient de Véran. Donc sur le terrain, vous aviez en fait de la friture à tous les étages. La guérilla faisait presque oublier la guerre, quoi. Ouais. Et ajouter à cela, comme une armée à qui manquait des boutons de guêtre et qui était des fois en guenilles, avec des messageries qui saturaient, des problèmes de transmission. Le général Lisurec a fait une enquête d'inspection pour le compte du Premier ministre Édouard Philippe de l'époque, m'a donné des anecdotes hallucinantes. Avec, par exemple, vous aviez les chefs de crise qui avaient des centaines de mails sur leur messagerie et qui littéralement ne pouvaient plus les ouvrir. Ou alors ces fameux messages qui venaient d'en haut, qu'on appelait les messages Mars, là un peu Mars attaque, les messages des ARS, et qui encombraient complètement les mails des fonctionnaires et qui finalement n'arrivaient plus à les ouvrir. Donc franchement, on se rend pas compte, mais on n'est pas passé loin d'une catastrophe encore plus grande encore. C'est pour ça que dans mon livre, Le ministère des bras cassés, j'essaie de montrer aux Français un peu les coulisses, ce qui s'est passé, et encore une fois, on ne sait pas tout encore. On va en parler tout de suite, continuer d'en parler bien sûr, après cette petite pause. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Alors cette guerre, je ne sais pas si 14-18 ou la drôle de guerre de 39-40, cette guerre quand même dont parle Marc Payet dans Le ministère des bras cassés, qui veut bien dire ce qu'il veut dire. Cette guerre avait ses généraux, ses générales, ses personnages, ses héros ou ses clowns, enfin ses marionnettes. Il avait tout, bien sûr. Je voudrais qu'on parle de 3 personnes quand même. La ministre de la Santé, la première qui a sonné l'alarme, en tout cas qui a sonné l'alarme dans une interview au Monde, mais pas dans ses communiqués au public, puisqu'elle disait « Wuhan, c'est loin, il n'y a pas de problème, on protège, rappelez-vous les affiches dans les aéroports ». Le Covid va disparaître, il n'y a aucun problème, on risque rien, etc., etc. Agnès Buzyn. Alors, c'était quoi, alors, vous qui avez enquêté là-dessus? Agnès Buzyn, on va parler après de Jérôme Salomon et d'Olivier Véran. Marc Payet. Agnès Buzyn, en fait, elle a eu quoi? Un rôle de, je ne sais pas, de bouc émissaire, ou peut-être pas, enfin. Il y a un mystère, Agnès Buzyn. Un mystère, Agnès Buzyn, parce que c'est une professeure de santé qui est connue comme être compétente, une grande cancérologue. Elle a dirigé des administrations en France. Alors c'est vrai qu'après, elle a été propulsée à un niveau pour lequel elle n'était pas préparée, c'est-à-dire de passer vraiment de numéro 2, numéro 3 dans des agences à ministre, donc littéralement en première ligne. Et donc, c'est pas une politique. Donc elle a pas non plus un réseau d'élus qui va la soutenir, mis à part la Macronie. Et ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal, mais je veux dire, elle n'a pas un relais, c'est pas une femme politique. Ça, et d'accord. ensuite, alors elle a la confiance du président, mais elle est tout de suite positionnée un peu comme experte. Et d'ailleurs, quand elle parle, moi j'ai déjà rencontré aux Parisiens même pour faire des faces aux lecteurs ou d'autres sujets, ouais. Elle est très dans le sachant, je sais, ça. Elle est toujours dans la posture du sachant, de l'experte. Ouais. Le problème, c'est que même si personne ne doute qu'elle sait des choses, et au début, elle a plutôt une bonne intuition parce qu'elle va faire cette fameuse note au tout début en disant le danger est plus important qu'on croit. Peu à peu, cette posture de sachant, ça va se heurter à la réalité. C'est que, en fait, on se rend compte qu'en fait, d'abord, elle dirige pas tellement son ministère.
parce que l'enquête va montrer que on développera ensuite, mais qu'ils avaient diminué le stock de masques. Apparemment, Salomon avait pris la décision de diminuer le stock de masques avant. Elle ne le savait pas. Et elle, auditée par la commission d'enquête du Sénat, dira... mais il a fallu que je regarde dans les archives du ministère pour me rendre compte de ce qui se passait. C'est hallucinant, ça, quand même. C'est assez hallucinant. Donc, en fait, pas l'information. Et en même temps, elle était sur tous les fronts à la fois. C'est ça qui est là où, c'est là où les fils se touchent. Elle était en charge du dossier retraite. Elle était au ministère de la Santé, donc avec cette posture d'experte. Mais on voit bien qu'en fait, c'était un peu, c'était un peu l'absente, quoi. Ah oui. Mais tout en disant, je suis présente. C'est ça l'ambiguïté. C'est pour ça que je dis le mystère Agnès Buzyn. C'est qu'elle c'est toujours positionné en non, mais pas du tout, tout est géré, il n'y a aucun souci. Et qu'en fait, on se rend compte que c'était quand même un peu c'était madame absente, quoi. C'était incroyable. Et puis après, il y a ce crash avec cette candidature subite à la mairie de Paris à cause du Griveaux-Gate, et puis où elle se retrouve en cata avec un score consternant, mais ça, à la limite, elle est peut-être novice, c'est pas forcément de sa faute. Et donc finalement, on se rend compte a posteriori ensuite que Madame Buzyn fait des déclarations invraisemblables au Monde, où elle dit que c'était une mascarade, qu'on n'aurait pas dû faire les municipales. On a l'impression qu'elle envoie pratiquement une mine à Édouard Philippe. C'est vrai que là, il y a un mystère absolu. Ah ouais. Pourtant, en tout cas, ça sonne vérité, puisqu'elle n'a jamais démenti ça. Mais surtout, quand même. Alors, je ne sais pas si vous avez enquêté là-dessus. C'est quand même le président qui l'a envoyé au municipal. Pourquoi on l'a envoyé au casse-pipe? C'est ça qu'on ne comprend pas. Alors, je ne sais pas si on... moi, j'ai pas spécialement enquêté là-dessus, mais c'est vrai que c'était une femme qui avait apparemment une bonne image, qui avait à ce moment-là, son idée d'expertise et de compétences. À un moment donné, elle avait été candidate, où il y avait l'hypothèse qu'elle aille aux européennes, elle n'y était pas allée. Et puis vous savez, la Macronie n'avait pas non plus des dizaines de candidats. Ouais. Mais effectivement, tout ça sonne un peu l'improvisation et ça se termine par un revers électoral terrible. Et surtout, n'oublions pas quand même ces paroles, on ne va pas les redire ici en sonore, ce qu'elle avait dit, on ne risque rien au départ. Enfin, je veux dire, après avoir averti, selon Le Monde, enfin selon ses déclarations au Monde, fin 2020, etc. Il y a un mystère Agnès Buzyn, comme vous dites. Alors, elle est effectivement mise en examen, il y a la présomption d'innocence, mais enfin, pour le moment, c'est quand même un rôle qui n'a pas été élucidé. Là, il y a un mystère Buzyn. Il y a un mystère Buzyn. On peut supposer, parce que cette mise en examen, effectivement, elle interpelle. Comme vous dites, présomption d'innocence. Mais on peut supposer qu'il y a eu des alertes qui ont été émises par des directeurs d'ARS, j'imagine, en disant on a besoin de consignes précises sur ça. On n'a pas, peut-être on n'a pas de masque à donner. Il y a les syndicats de médecins qui disaient on n'a pas de masque. Vous dites obligation de moyens. Vous êtes quand même à la tête de ce ministère. Il faut nous donner des moyens. Peut-être que les juges ont estimé que l'obligation de moyens n'était pas donnée. Encore, on verra ce qu'il advient. Mais c'est quand même, oui, assez lourd. Alors, Jérôme Salomon, qui a quand même été les Français, qui chaque soir venait égrener la marche funèbre. C'était pas Chopin, c'est du Salomon, c'est moins talentueux, mais enfin, elle était là. Et quand même qui a pas mal contribué à cette espèce de climat mortifère, il faut bien le dire. Alors, Jérôme Salomon, c'est le deuxième personnage clé de cette crise. D'abord, c'est l'homme de l'ombre, l'expert lui aussi, professeur, qui passait par l'Institut Pasteur. Et puis tout d'un coup, il se retrouve en première ligne à devenir un peu... directeur général de la santé. Alors, directeur général de la santé, donc c'est vraiment le numéro 2 du ministère. Mais en plus, les Français font sa connaissance comme une espèce de sinistre météo, si j'ose dire, avec il égrène tous les soirs les chiffres du Covid. Donc il y a... Le pouvoir dit on joue la transparence, puisque le DGS vous donne les chiffres tous les soirs, mais enfin, effectivement, c'est assez morbide et ça devient assez lassant. Et en même temps, il fait à ce moment-là concurrence à son chef, puisque quand Buzyn est plus là, son chef, c'est Véran. Oui. Normalement, c'est le ministre qui est en première ligne et qui parle aux Français. Parce qu'en fait, les deux sont rivaux. Les deux sont rivaux parce que les deux ont fait des notes à Macron pendant la campagne de 2017 et on ne savait pas qui pourrait devenir le futur ministre de la Santé. Donc en fait, ils sont rivaux. Ça se jouait entre les deux à l'époque. Ouais. Et moi, beaucoup de gens m'ont dit qu'en fait, ils ne s'apprécient pas, ils ne s'aiment pas, ils arrivent à travailler ensemble, mais ils sont dans une grande rivalité et tension. Et d'ailleurs, vous remarquerez que finalement, ce qui est étonnant, c'est que Salomon, il a disparu des radars. Donc, il est toujours DGS, donc il est toujours le patron du truc. Beaucoup de gens s'étonnent qu'il ait pu survivre à la crise invraisemblable des masques ou les masques manquants. C'est quand même lui. C'est quand même lui qui a donné la décision de détruire les masques et de ne pas renouveler le stock. Mais par son entre-gens, peut-être parce qu'ils n'avaient personne d'autre pour faire le job, et là on revient au mystère des bras cassés, c'est quand même un mystère où on prend des coups et on risque d'être mis en examen, il est là, et que finalement Véran a réussi un peu à lui tordre le cou, quoi.
Oui. Alors parlons à celui qui tord les coups, Véran, justement. Véran qui est toujours là, il vient de parler, et on a fait le sonore tout à l'heure avec le TGV sanitaire. Et alors Véran, c'est étonnant, parce qu'il faut le dire, enfin, moi, personnellement, Véran quand même, c'est assez extraordinaire, Véran, je dirais, quel que soit ce qu'on peut penser de lui, il peut dire tout et le contraire de tout, sans coup fait rire, sans problème, mais vraiment à 3 heures, allez, j'exagère, 3 jours d'intervalle, et vraiment avec une espèce de, alors, les gens diront cynisme, les gens diront culot, chacun a son avis là-dessus, mais étonnant, quoi, personnage complètement étonnant dans son espèce de tout. Effectivement, alors lui c'est le 3e personnage de la crise. On dirait c'est un communicant, c'est-à-dire que il parle bien, il est clair, il maîtrise très bien son image. Et en même temps, il dit pas grand-chose. Et puis c'est vrai qu'il est assez girouette. C'est-à-dire que son arrivée au ministère le premier jour, on lui pose la question, je crois que c'est sur France Inter en matinale, mais il y a quand même un souci à l'hôpital, on n'a pas les moyens. Il dit mais non, il y a aucun problème, tout est under control. Vous imaginez bien que tout, voilà. Et puis finalement. Alors lui, c'est un vrai politique. Hein. C'est un ancien député de l'Isère, un jeune socialiste. Ouais, alors ses défenseurs disent, il est quand même solide. Ça c'est sûr, il est solide. Il a tenu la barre. Mais en même temps, par exemple, c'était étonnant cette anecdote hier encore sur McKinsey. Il faut vraiment qu'il soit poussé dans ses retranchements et que tout d'un coup un livre sorte et ils disent mais le cabinet McKinsey quand même, ils étaient là au ministère. La preuve est qu'il soit un peu cornérisé et dans son coin pour lâcher une info qui est dingue. Tout d'un coup, il va dire oui, finalement, c'est McKinsey qui a aidé pour les TGV d'évacuation. Il se met un peu à la faute en disant ça, en fait. Oui, mais finalement, il faut vraiment qu'il soit dedans. C'est ça, de la santé, quoi. C'est ça. Exactement. Ouais. Mais quand même. Comment on arrive, enfin on l'a vu déjà, hein, c'est pas le premier politique qui ment, ou en tout cas qui change d'avis comme de chemise, mais là quand même cette espèce, et puis mais il est quand même très nerveux, non je sais pas. Et vous allez vous rappeler à un seul international, il dit si vous n'êtes pas content, sortez, etc. Il répond bien sûr, c'est quand même un sanguin, Véran. Moi, mon hypothèse, c'est quand même, il fait partie de ces gens qui sont en première ligne depuis 2 ans et qui a une pression de dingue et que finalement, il doit être en tout cas fatigué de fait par cette affaire et qu'il est un peu au bord. Moi, il y a des gens, et c'est drôle, vous le verrez dans le livre, même au sein de l'exécutif, certains lui ont fait des reproches. À l'Élysée, on m'a dit il aurait dû simplifier le millefeuille administratif. Que ne l'a-t-il pas fait? Donc en fait, il avait une pression de dingue parce qu'il avait à la fois les autres ministères qui lui tapaient dessus en disant mais la santé, vous êtes quand même lent, et puis aussi l'exécutif qui... Donc c'était pas un rôle facile. Mais en même temps, c'est vrai qu'il aurait gagné, je trouve, à avoir une vision plus forte, une cohérence plus claire, et que des fois, ses propos, on avait l'impression que c'était un peu une girouette. Oui, ça c'est clair. Comme disait l'autre, c'est pas les girouettes qui bougent, c'est le vent. C'était Edgar Faure. Mais enfin, je ne sais pas si c'est un bon disciple. En tout cas, de ce point de vue, il est bon. Il a tenu le crachoir. Augustin, je crois que nous avons les auditeurs. Dans un instant avec nos auditeurs, absolument, qui nous appellent au 0826 300 300. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes au 0826 300 300 avec Vincent qui nous appelle de Saint-Gaudens. Bonjour Vincent. Oui, bonjour Vincent. Bonjour. On nous écoute Vincent, bonjour. Oui, moi en fait j'aurais aimé... d'abord bonjour monsieur Berkov et bonjour monsieur Payet. Et merci pour votre émission, merci de me prendre dans l'émission. Moi j'aurais aimé témoigner en fait mon expérience avec l'ARS au cours de la première vague. Oui. Quand on voyait les services hospitaliers dans les médias qui travaillaient, enfin les infirmières, les infirmiers qui travaillaient sans masque, sans blouse, enfin qui manquaient de tout. Oui, au début, oui, exact. Ouais, voilà. Et à l'époque, on nous avait confinés. Moi, je savais que j'avais un petit stock, bon, pas très important, mais j'avais quand même du stock de blouses, de masques, de gants, de lunettes de protection. Oui. Donc, j'avais, en accord avec mon directeur, j'avais appelé l'ARS pour mettre à disposition ce stock-là et leur livrer même. Voilà. Et puis, tout ça pour vous dire que l'ARS m'a envoyé bouler gentiment. Pourquoi En disant quoi? Pourquoi ils vous envoyaient bouler? Ça les intéressait pas.
Ça les intéressait pas. Voilà, tout simplement. Et bon, du coup, moi j'ai réussi à me débrouiller de mon côté. J'ai fait le don quand même à un EHPAD qui en avait certainement besoin. Mais bon, c'est pour dire quoi, l'expérience que j'ai eue, ça confirme un peu je sais pas si on peut appeler ça de l'incompétence ou. Je sais pas comment appeler ça, quoi. Voilà. Oui, alors c'est intéressant ça, ce que dit Vincent Marc Payet. Vous voyez, ça répète Nathalie Appéré. Elle était maire quand même. Voilà, Vincent, il a un stock de masques, il a un stock de gants, etc. Et on lui dit, l'ARS lui dit, ça nous intéresse pas. Mais comment? Qu'est-ce que c'est que cette irresponsabilité? Eh ben oui, c'est une info importante. Ça montre que, en tout cas en 2020, j'imagine que c'est au début de la crise, l'administration était à l'ouest et donc ne comprenait pas ce qui était important de faire et n'avait pas vu l'importance de la chose. Alors après, ils vont vous rétorquer souvent que, soi-disant, l'OMS avait dit que le port du masque n'était pas forcément utile, mais enfin, ça va pas, quoi. Il y a quelque chose qui va pas et franchement, mais le début de la crise, ça a été très mauvais. Ça a été très mauvais dans leur gestion. C'est sûr, Augustin. Merci Vincent pour votre témoignage. Nous sommes maintenant avec Pierre qui nous appelle de Bédarieux. Bonjour Pierre. Oui, bonjour Pierre. Oui, bonjour. Alors moi aussi, je voudrais vous parler des ARS parce que moi, je suis un fonctionnaire à la retraite et il se trouve que j'ai travaillé dans plusieurs DAS, et j'ai terminé dans les ARS. Alors les ARS, c'est des trucs qu'il faut absolument supprimer. D'ailleurs, il y a un candidat à la présidentielle qui s'appelle Zemmour et qui a dit qu'il voulait supprimer les ARS. Je l'ai entendu la semaine dernière. Donc là, je crois qu'au niveau de la santé, lui, il a tout compris, lui. Il faut supprimer les ARS. Pourquoi, Pierre, d'après vous? Pourquoi il faut supprimer les ARS? Parce que, vous savez, avant, il y avait les DAS. Dans les années 80, j'ai fait de la tarification. Dans les DAS, on était, dans les départements, on était proximité des hôpitaux. Et il n'y avait pas encore l'informatique. On travaillait à la main et on analysait toutes les comptabilités des hôpitaux. Oui. Les directeurs faisaient un rapport et ça remontait au ministère. Mais on analysait tous les chiffres. Et Castex est arrivé en 2005 sous Sarkozy. Oui, et lui, Sarkozy, il a mis un méga logiciel. Castex, c'est lui qui a mis le logiciel, la fameuse T2A au ministère. Du coup, on a supprimé toutes les DAS, tous les gens de proximité. Et dans les ARS, les gens rendent des chiffres, mais sans les analyser, André. Sans les analyser. Donc ça remonte dans un espèce de machin qui ne veut absolument rien dire et ça permet au ministère de plaquer une politique qui n'a rien à voir avec la réalité. C'est aussi simple que ça. Avant, on analysait, on allait voir dans les établissements, et on allait les visiter, il ne pouvait pas y avoir de maltraitance, tout ça, parce que nous, on y allait. Il n'y a plus personne qui va là. Oui, on est sur les tableaux Excel et on regarde les tableaux Excel, quoi. C'est ça. Voilà, c'est ça. Tandis que nous, on analysait les chiffres avant de les rentrer. C'est bon un tableau Excel, mais il faut que les chiffres soient analysés. Et de proximité dans les DAS. Il n'y a plus de fonctionnaires de proximité, il n'y a plus de techniciens, si vous voulez, comptables. Et ça, c'est voulu par les directeurs et tout. Ils se rencontrent entre eux, mais il n'y a plus d'analyse faite par des gens raisonnables qui ont une analyse des choses, si vous voulez. Tous ces directeurs et tout ça, ils n'ont aucune analyse. Ils ont de la philosophie, ils ont du bagou, ils ne savent absolument pas ce qui se passe sur le terrain, mais plus du tout. Et c'est valable pour tous les ministères, d'ailleurs. Alors, justement, Marc Payet-Pierre, c'est intéressant, voyez-vous pas. Il y a peut-être des bras cassés d'un côté, bon, on va pas tous les traiter de bras cassés, mais quand même, ce que Pierre dit par rapport à la proximité, ce que Pierre dit par rapport à l'analyse, je vous parlais des ARS, moi je suis assez d'accord, mais avant, et ça n'a rien à voir avec tel ou tel candidat à la présidence, que quand même les ARS, il y a un poids administratif, je ne dis pas que tous ne font pas leur boulot, mais est-ce que ce boulot, vraiment, c'est ce qu'il faut faire? Il parlait de la proximité, Pierre. Alors, c'est vrai que c'est un thème de la campagne présidentielle. Je me rappelle qu'au début, je crois d'ailleurs c'est étonnant, mais Hidalgo avait aussi dit qu'elle voulait fortement réformer les ARS. Donc on voit que les différents candidats de camps tout à fait divers qui tapent sur les ARS. Oui, je crois qu'il y a un sujet, quoi. Effectivement, d'abord, c'était la réforme aussi Hollande des régions. Donc, si vous voulez, ils ont regroupé dans des très très grands ensembles, dans des régions, des trucs qui étaient avant dans les départements et comme peut-être dit certains auditeurs, qui étaient peut-être plus proches des gens. Déjà tout mêlé. Vous imaginez, je sais pas pour l'ARS Aquitaine, la distance que ça fait avec des moyens qu'on n'a pas suivis. Donc le type qui est à Périgueux par rapport au type qui est à Bordeaux ou je sais pas où, à l'autre bout de la région Aquitaine qui est gigantesque.
gigantesques, ça suit pas, quoi. Donc là, je pense qu'il y a effectivement des moyens à remettre, plus intelligents, avec plus proche des gens, et ce serait très utile. Après, effectivement, il faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que malgré tout, dans cette crise, certaines ARS, je me rappelle avoir eu des discussions à l'ARS Île-de-France, ils ont quand même réussi un peu à mutualiser des moyens. Une anecdote, à un moment donné, ils avaient un risque absolu qu'ils n'avaient plus de curare dans les hôpitaux. Vous imaginez, l'hôpital de Pontoise, par exemple, pour pas le citer, mais un hôpital d'Île-de-France n'avait plus de curare alors qu'il y en avait à Créteil, par exemple. Et l'un ne pouvait même pas savoir que l'autre en avait. Et donc, ils ont créé une appli permettant de mutualiser très vite les réserves de l'un pour que ça fasse par un système de vase communicant. Donc, ne les critiquons pas tous trop non plus, ils ont fait du bon boulot, mais c'est sûr que la distance par rapport au terrain, c'est un vrai problème. C'est vrai, et je crois qu'il y a quand même une suradministration dont il faudra véritablement, je ne dirais pas se débarrasser, mais diminuer. Et merci, nous avons Pierre. un autre auditeur c'est Christian qui nous appelle du Lot. Bonjour Christian. Christian, oui, bonjour. Bonjour, merci André, merci pour vos émissions. Donc je voulais témoigner, j'étais médecin à l'époque du Covid, j'ai arrêté le 31 mars 21. Oui. Et au début, donc j'avais gardé un petit stock de l'époque de Bachelot, de l'époque du H1N1. Oui. Et après, nous avons été approvisionnés par des militaires qui avaient gardé des stocks au lieu de les détruire. Leur chef avait dit gardez les stocks, ça peut servir. Ouais. Et ça nous a servi. Vous imaginez Des stocks de masques, vous parlez de stocks de masques. De stocks de masques périmés. Ouais. D'accord. Ouais, qui ont été bien utiles, bien que périmés, qui ont été bien utiles. À un moment, on disait non, il ne faut pas les utiliser, ils sont plus efficaces. Apparemment, ils étaient efficaces et ils nous ont très bien été utiles. Et ces masques, on ne voulait pas qu'on les utilise. Oui, c'est assez joli. Et vous avez eu ça des militaires, c'est ça, Christian? L'armée française. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est intéressant. Vous voyez, ça, c'est le système D, le système D comme débrouille. Nous avons une autre auditrice, Sylvie, qui nous appelle de Fayence dans le Var. Bonjour Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour à votre invité, bonjour à vous. Bonjour. Je suis toujours un petit peu dérangée par... je vous dis ça, enfin, je suis sûre que vous êtes de bonne foi et que vous avez fait un travail recherché. Mais pour moi, ce sont des livres... J'appelle ça un peu des livres Canada Dry, quoi. Ça a le goût de l'investigation, l'odeur de l'investigation, mais c'est pas l'investigation parce que pour moi, ça ne répond à aucune question sur cette crise. On noie le poisson, les pauvres, ils savaient pas, ils étaient débordés. Monsieur Véran, il est hyper fatigué. Madame Buzyn, elle était... mais moi, mes questions, c'est pourquoi on a interdit aux médecins de soigner les gens. Je ne vous parle même pas, on zappe mars-avril, on passe au mois de mai. Pourquoi les médecins n'ont pas eu le droit de soigner leurs patients? Pourquoi il y a des traitements qui ont été interdits, et ce, depuis le mois de janvier? Pourquoi on n'a pas pu transporter les personnes âgées des EHPAD dans les hôpitaux? Moi, c'est ça que je veux comprendre. On ne peut pas tout mettre sur la confusion de l'organisation en France qui fait qu'on a eu besoin d'un recours d'un cabinet privé qui nous a coûté des millions. Ou alors le constat est dramatique, mais je veux dire, je ne peux pas croire à une espèce de tohu-bohu. Et moi, ce qui me dérange dans ce genre de livre, c'est, et je n'ai aucune animosité contre vous, monsieur, mais je veux dire... Vous dites ce que vous dites et Marc Payet vous répondra. Ce que j'ai ressenti quand j'ai entendu toutes les... C'est que quelque part... on va se dire, ah oui, finalement. Ouais, alors vous allez avoir les gens qui vont me dire, ouais, ça c'est la France, de toute façon la France c'est le bordel. C'est vite, c'est un peu court et c'est comme ça. Puis d'autres qui vont dire, ah oui, c'est vrai, ils étaient paniqués. Non, attendez, je veux dire, quand on gouverne un pays, on peut être paniqué pendant 2 mois. On n'est pas paniqué pendant 2 ans. Aujourd'hui, on en est toujours au même stade. Et les médecins, il fallait interroger les médecins qui ont reçu des ARS. L'interdiction de prescrire. Ça m'interroge, moi. Je me dis, ah bon, mais qui a donné l'ordre?
Voilà, moi je veux des réponses. D'accord, mais écoutez, c'est intéressant, Sylvie. Voilà, la question, c'est que ce que dit Sylvie, en fait, c'est au-delà de ce que vous avez remarqué, effectivement, légitimement remarqué. Marc Payet, elle dit sur le fond, est-ce qu'il n'y a pas eu, vous me corrigerez, Sylvie, ce que vous dites, est-ce qu'il n'y a pas eu soit conflit d'intérêts, soit quelque chose qui a été plus profond? Oui, après, on tombe toujours dans le complotisme, mais moi je veux même pas rentrer là-dedans. complotisme. Oui. Je veux même pas rentrer là-dedans. Il y a à un moment donné des gens qui ont donné des ordres qui allaient à contre-courant de la bonne marche, et on peut pas tout mettre sur la confusion. D'accord, voilà. On vous a bien compris, oui. Interdiction de prescrire, interdiction de traiter. Alors, voilà, Sylvie vous pose la question, Marc Payet, en fait, est-ce que ça a été simplement, comme vous le dites, et on va parler aussi de Macron et des réactions entre l'exécutif et le conseil scientifique, on en a parlé hors antenne, mais est-ce qu'au fond, la question de Sylvie, est-ce que au fond, ça s'est déroulé, c'est qu'au-delà de la confusion, pourquoi l'interdiction des traitements, pourquoi la mise à l'écart des médecins dont le métier est de traiter, etc., etc. Qu'est-ce que vous... D'abord, je souhaite à Sylvie de lire mon livre, et quand elle l'aura bien lu, je pense qu'elle n'aura pas forcément le même point de vue, mais c'est toujours un plaisir d'échanger. Enquête, je presse pour ma paroisse, mais il est difficile de faire plus sérieux quand même. Plus de 50 personnes interviewées, entendues pendant un an. Oui. Non, elle ne dit pas que vous avez fait, et puis c'est une enquête sur l'exécutif. Après, il ne faut pas tout confondre. C'est pas une enquête sur les médecins ou sur la santé. Et après, interdiction de traitement. Moi, c'est pas du tout le sujet que j'ai investigué. Donc, il n'y a pas de souci, mais j'irai pas sur cette ligne-là, quoi, clairement. Oui, vous dites, vous avez regardé le fonctionnement du ministère, enfin des administrations de santé, c'est ça. Et d'une part, et d'autre part, je trouve que voilà, je maintiens ce que je dis depuis le début, c'est-à-dire que c'est une enquête approfondie sur l'exécutif et qui montre qu'il y a eu des vrais soucis, et je l'assume, pendant la première année en 2020, et je pense que c'est clairement documenté, qu'ensuite il y a eu un net mieux en 2021, et je le dis aussi, et qu'il y a eu sûrement encore des soucis début 2022. Voilà, maintenant on est face à une situation de guerre, c'est vrai, je n'exonère personne de ses responsabilités, mais je n'accuse personne non plus sans preuve. Et donc c'est tout l'intérêt de ce travail, je pense, c'est que c'est une enquête en profondeur, mais il faut le lire encore pour se faire une opinion claire. Non, de toute façon, si vous voulez, je crois que, je dis ça à Sylvie, à tous nos auditeurs, ce sont l'enquête générale sur ce qui s'est passé a encore à être faite, et ce n'était pas le but de livre de Marc Payet. Le livre, c'est le ministère et comment a fonctionné le ministère. Cela dit, effectivement, il reste à répondre à de très nombreuses questions, et les questions, Sylvie, sont de vraies questions. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau des interdictions? Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de telle ou de telle chose? Et c'est vrai, pour revenir quand même, Marc Payet, juste un mot. Vous dites, quand même, on peut se poser la question, c'est vrai qu'il y a eu un premier confinement, beaucoup de gens ont dit que ça n'a servi à rien, bon, l'avenir, le proche avenir le dira, et vous dites que, en fait, Macron, le second confinement, le conseil scientifique voulait que ça se fasse, voulait qu'on reconfine, et que lui a tordu le bras à ses scientifiques, enfin, ses médecins. C'est sûr qu'il y a un moment clé dans la crise, c'est février 2021, donc c'est il y a un an. Vous avez une hausse de l'épidémie, vous avez une tribune qui sort dans le JDD signée avec le numéro 2 de la PHP, Bruno Rioux, et plein de médecins réa qui disent il faut absolument reconfiner, sinon ça va être la cata. Vous avez une grande pression avec tous les médecins en plateau sur BFM et partout qui disent mais il faut absolument confiner. Que va-t-il se passer? Et mystérieux, à la différence d'un an avant, Macron ne va pas les suivre. Et Macron va dire non, on reconfine pas. Même si après il y aura quelques classes fermées, etc. Mais enfin, en gros, il n'y aura pas le pays sous cloche. On en pense ce qu'on veut. Moi, encore une fois, j'ai pas la vérité révélée sur cette affaire. Mais c'est clair que c'est un changement dans la crise. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, l'exécutif, donc Macron, tord le bras de ses médecins, ce qui n'était quand même pas évident. Et on ne savait pas dans quel sens ça allait tourner. Ça allait tourner, oui. Mais il est clair et net qu'à ce moment-là, l'exécutif décide
de reprendre le commandement et en tout cas prend son risque selon la fameuse expression macronienne. Voilà. C'est juste un moment clé de la crise. Après, moi, je n'ai pas le point de vue dessus, mais j'identifie ce moment comme un moment clé. Absolument. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer après le Conseil de défense sanitaire. Moi, j'ai sursauté quand j'ai vu qu'il y avait un secret défense sanitaire pendant 50 ans. C'est hallucinant, ça. Pour moi, je vous rejoins parfaitement. C'est vrai que beaucoup d'interlocuteurs que j'ai, même en off, au ministère ou ailleurs, disent... C'est quand même un problème, ce Conseil de défense et ce comité de défense sanitaire. Parce qu'à la limite, au premier mois, j'en sais rien, quand on était au cœur du cœur, mais là, depuis ce temps-là, c'est pas possible. Et je comprends aussi les auditeurs qui disent, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on nous cache des choses? Pourquoi on n'en sait pas plus? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des contrats effectivement cachés avec des labos? J'en sais rien. Est-ce qu'il y a des éléments? On peut se poser la question. Sans être un complotiste. Mais pas du tout. Moi, je sais qu'il y a eu aussi, qu'ils ont demandé à un moment donné à l'Inspection Générale des Affaires Sociales de faire une inspection, un retour d'expérience sur ce qui se passait au ministère. Moi, j'ai demandé à avoir le retour de cette info, d'avoir le retour de cette enquête. Impossible de savoir, pas de réponse. Oui, l'enquête a eu lieu, mais on vous le dit pas parce que Conseil de défense. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est pour ça qu'il y a encore des choses à apprendre et c'est assez passionnant, c'est une matière passionnante. C'est sûr. Et comme Sud Radio n'est pas un conseil de défense, vous nous appelez en toute transparence au 0826 300 300. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et direction les montagnes de Haute-Savoie avec José qui nous appelle. Bonjour José. Bonjour José. Oui. Bonjour Monsieur Berkov, bonjour Monsieur Payet. Bonjour. Je voudrais revenir sur ce que vous avez appelé le mystère de Madame Buzyn. Oui. Bien. Moi, je pense que Madame Buzyn, qui est une scientifique, est une femme honnête. Et au début de cette affaire, je pense qu'elle a dit la vérité. C'était une grippette, mais elle a donné un message médical. C'est pas ce qu'on attendait d'elle. Et je pense qu'elle s'est fait flinguer parce qu'on voulait d'elle un message politique. Et en 2-3 mouvements, donc on l'a mis au placard, parce qu'il fallait bien sûr cacher la misère des hôpitaux, et surtout il fallait cacher les contrats avec les multinationales. C'était pas du tout... Avec les laboratoires, vous voulez dire, c'est ça? Ben oui. Et les grands labos, oui, d'accord. Et Madame Buzyn, et qui effectivement n'était pas une fonctionnaire, qui était une scientifique, elle ne connaissait pas ses dossiers, elle a pataugé minablement, elle s'est contredite. Mais en fait, moi je suis persuadé que depuis le début, c'est une gigantesque machinerie politique pour satisfaire les multinationales, et puis aussi bien sûr pour cacher les misères des hôpitaux. Eh bien, écoutez, c'est votre opinion, José. Effectivement, l'avenir le dira. De toute façon, on va continuer. Mais vous avez dit, justement, Marc Payet, très rapidement, mais enfin, au fond, ce qui ressort de votre livre, là, le mystère des bras cassés, en restant sur votre enquête, c'est qu'au fond, c'est la politique qui, en fait, dans cette histoire, depuis 2 ans, a piloté le sanitaire, même si au début, les médecins avaient peut-être plus d'influence, mais quand même. Est-ce que vous m'avez dit vous-même, j'ai fait un livre politique? Oui, parce que ce qu'on disait normalement, le ministère de la Santé, c'est le ministère des Affaires courantes, des petites pathologies ou des grandes pathologies d'ailleurs. Ah bah c'est pas la question. Oui. Ça peut être, c'est majeur comme ministère, mais je veux dire, il n'est pas au cœur de l'exécutif. Là, vous avez une guerre, selon les mots d'Emmanuel Macron, en tout cas quelque chose qui est complètement sur le devant de la scène politique, puisque ça va toucher l'opinion publique sur sa liberté de circuler, sur est-ce que les gosses sont à l'école, sur que sais-je encore, est-ce qu'on peut se déplacer ou pas, est-ce que les cinémas vont ouvrir ou pas, est-ce que le ministère de l'Intérieur va donner l'autorisation ou pas. Donc là, vous changez de paradigme, vous n'êtes plus dans de la santé, mais vous êtes dans de la politique, puisque la décision, elle se prend tout en haut, c'est-à-dire à Matignon en interministériel, donc d'abord avec un Premier ministre, Édouard Philippe, puis après un Premier ministre, Jean Castex, et encore au-dessus de lui, évidemment, le président de la République et son conseil restreint. Qui est le véritable patron de l'histoire, disons-le. De fait, vu que ça devient un problème politique majeur, dans la Ve République, par définition, c'est le président de la République qui est en première ligne, et c'est lui qui s'y intéresse hautement. Alors, d'autant plus
à faire dans l'affaire que Emmanuel Macron aime bien la santé, parce que paradoxalement, il est issu d'une famille de médecins, et que même si c'est quelque chose qu'il a un peu rejeté, c'est un sujet qui va l'intéresser beaucoup aussi. Et puis lui aussi s'intéressant beaucoup à cette question, il va beaucoup se documenter, etc. Il va vouloir absolument, dans sa volonté de contrôle, justement, tout contrôler et décider lui-même de ce qu'il faut faire ou pas. Oui, ça a été l'une des clés de la chose, pour le meilleur ou pour le moins bon, on le saura aussi. Le premier épidémiologiste de France, on s'en souvient, et nous sommes avec Thierry qui nous appelle du Val d'Oise. Bonjour Thierry. Oui, bonjour. Bonjour Thierry. Bravo. Oui, bonjour Monsieur Berkoff, bravo pour votre émission. Alors j'ai décidé de vous appeler parce que j'ai entendu l'avis de Sylvie et de José avant moi, et je les rejoins là-dessus. Pour moi, les mensonges du mois de janvier 2020 ont permis de mettre en place, de laisser filer cette pandémie. Et les vraies questions qu'on peut se poser, c'est pourquoi la présidence de la République n'a pas répondu à la lettre de l'ambassadeur de France en Chine qui signalait dès le mois de décembre 2019 qu'il allait y avoir une grosse pandémie. Pourquoi il y a eu une demande de retrait des médicaments qui pouvaient soigner justement ce virus. En précocité, en traitement précoce. Oui, mais dès le mois d'octobre 2019, la demande avait été faite et ça a été officiellement retiré du marché à la mi-janvier. Et puis ensuite, quand on assiste à tout ce qui s'est passé, on enfermait les gens, on les laissait ressortir pour aller voter, on les réenfermait à nouveau, on les laissait ressortir pour faire la fête après les municipales, on les a laissés partir en vacances au risque de se contaminer. Au mois de septembre, on referme tout, on nous fait porter les masques. Il y a trop de choses très ambiguës qui sont produites qu'on peut se poser des questions sur le début de la pandémie. Et le plus important, c'est pourquoi l'avion militaire qui avait rapporté des masques en Chine, quand ils sont revenus se poser sur la base de Creil, n'y a-t-il pas eu de contrôle sanguin fait? Juste Thierry, ce n'est pas l'avion militaire c'est pas la même. L'avion militaire qui a amené des tonnes de masques en Chine était une chose. Là, c'était l'avion qui rapatriait des Français de Wuhan, qui étaient à Wuhan. Qui a atterri à la base de Creil et les militaires n'ont pas été examinés. C'est ça, ce sont deux choses différentes. Puis la chose la plus importante, les championnats du monde militaire ont eu lieu en octobre 2019 à Wuhan. Et quand les athlètes sont revenus, dont par exemple la championne du monde d'heptathlon, ils ont témoigné qu'ils avaient plein de symptômes et elle nous a bien précisé, je l'ai vu en direct sur BFM TV, et bien sûr ça n'est jamais repassé après, que non, on n'examinera pas, il y aurait pas... Alors je me demande si déjà à ce moment-là, les contrats avec les vaccins étaient signés, si tout n'était pas lancé. Écoutez Thierry, ça ce sont autant de questions qu'il faudra répondre, nous n'avons pas les réponses aujourd'hui. D'ailleurs, Marc Payet, c'est peut-être le sujet de votre prochain livre. Écoutez, je sais pas, là, j'ai quand même beaucoup bossé sur cette question, donc je vais peut-être faire une pause. Non, si mystère il y a, c'est pas forcément sur ces questions-là, mais ce qui reste à trancher peut-être. Des mystères. Non, mais il y a des mystères, mais c'est notamment sur l'origine. Là, c'est vrai qu'est-ce que ça sort du laboratoire de Wuhan ou pas? Est-ce que c'est les Chinois qui ont fait une erreur et qui a été masquée? Est-ce que c'est d'origine effectivement un accident de ce laboratoire ou pas? Ça, je suis absolument d'accord qu'il y a beaucoup de sujets encore à percer, à enquêter, et pourquoi pas? Il y aura peut-être effectivement une suite à faire. On sait jamais. En tout cas, c'est très 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 intéressant de creuser cela. Je ne sais pas si on a le temps d'un auditeur. Ce que je voudrais dire en tout cas, c'est que là c'est vraiment intéressant. Ce qui est intéressant dans le livre de Marc Payet, on peut dire il n'a pas enquêté sur telle ou telle chose, mais c'était pas son propos, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Agnès Buzyn, sur Yves Lévy, sur l'INSERM, sur les conflits d'intérêts, etc., etc. Là, ce qui est intéressant dans son livre, c'est que c'est une enquête sur l'administration, les administrations. C'est-à-dire comment ça fonctionne et comment, quand on tombe dans une crise, et une crise aussi quand même grave, on l'a vu en tout cas importante que celle du Covid-19, comment on a traité ça, et encore une fois, par vos votes ou par vos non-votes, vous direz ce que vous en pensez, et c'est toujours ça. En attendant, lisez le livre de Marc Payet, le ministère des bras cassés, et effectivement, il y a peut-être des bras qui voudraient réparer. Là aussi, il y a du boulot.
Et merci à tous ceux qui nous ont appelés au 0826 300 300. Je rappelle le titre de votre livre, Le ministère des bras cassés, aux éditions Albin Michel, qui est déjà en librairie. Vous pouvez le commander, sur la bureaucratie à la française et cette gestion de crise. Et puis tout de suite, vous retrouvez Brigitte Lahaye, et je me dois de faire la transition, qui va parler du désir au féminin.